Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Le programme d'aujourd'hui s'attaque à un sujet absolument passionnant et pour être tout à fait honnête, souvent très mal compris. Le fameux module 9 de la semaine 1, celui qui parle de la clarification des rôles au sein de l'entreprise. C'est ça, l'objectif, il a l'air simple sur le papier, mais il est redoutable dans les faits. Il s'agit de comprendre comment sortir du flou organisationnel pour créer une structure véritablement inclusive. Sans que personne ne se sente dépassé par les événements, à aucun niveau de la hiérarchie. Voilà. Ok, décortiquons ça. Le handicap en entreprise, c'est très souvent perçu comme un labyrinthe administratif insurmontable. Ou pire, Ou pire, comme un domaine exclusivement médical, un truc réservé à des spécialistes en blouse blanche. c'est exactement cette perception tenace que les sources attaquent d'entrée de jeu. Ouais, parce qu'on imagine tout de suite des dossiers médicaux hyper complexes, des normes inaccessibles, et surtout, une peur généralisée de faire le moindre faux pas. Et ce qui est brillant dans l'approche proposée par Andy Reff, c'est la façon dont elle déconstruit cette angoisse dès les premières pages. Absolument. Le secret d'une politique handicap performante ne réside pas du tout dans la transformation de chaque collaborateur en expert médical ou en juriste. Non, la clé de voûte, c'est tout simplement de savoir qui fait quoi. C'est la base. Quand la cartographie de l'organisation est limpide, le sujet du handicap quitte instantanément la sphère de la gestion de crise. Ça redevient un sujet de management classique. Sécurisé et finalement assez fluide au quotidien. Et le point de départ de cette réflexion, dans le module 9.1, c'est d'observer la mécanique d'une entreprise quand cette clarté n'existe pas. Ah oui, la réalité du terrain quand c'est le grand flou. Bah oui, les sources décrivent une réalité assez rude en fait. Le flou génère inévitablement de la peur. Et cette peur prend plusieurs visages. La crainte d'être intrusif, vis-à-vis de la vie privée d'un collaborateur, par exemple. Oui, ou la peur juridique de mal faire. Ce flou crée des situations où les injonctions deviennent totalement contradictoires. Imaginons un scénario très concret. Vas-y, un cas d'école. Un manager de proximité, il est sous pression pour boucler ses objectifs trimestriels. Donc, il exige un certain niveau de productivité de son collaborateur. Logique. Mais en parallèle, dans un autre bureau, les ressources humaines sont en train de valider un temps partiel thérapeutique pour ce même collaborateur. Et ça sans aucune communication fluide. Le salarié se retrouve littéralement broyé. Il est coincé au milieu d'une machine désarticulée. Et la conséquence de ça, c'est... Et ce qui est fascinant ici, c'est la réponse apportée par le défi éclair numéro 50 de la formation. La conséquence n'est pas toujours un conflit ouvert. Non, c'est un phénomène beaucoup plus insidieux. Quand on analyse ce qui se passe lorsque les rôles sont flous, on s'attend à ce que les processus se chevauchent ou que l'argent soit gaspillé. Mais la réalité est pire. C'est l'inaction totale. C'est ce que la méthode Andy Reff appelle le syndrome du témoin. Exactement. Le manager pense sincèrement que c'est au département RH de prendre le relais. Les RH estiment qu'elles n'ont pas la légitimité pour agir sans un signal formel du médecin du travail. Et le médecin du travail attend qu'on le sollicite. Le résultat, personne n'ose bouger, de peur de dépasser ses prérogatives. Ça s'enlise dans le silence jusqu'à la rupture de la santé du collaborateur. Ça me fait penser, c'est une dynamique qu'on observe tous dans d'autres contextes. Les chaînes d'emails interminables où personne ne prend la décision finale. Ah oui, le classique. C'est un peu comme, tu sais, une équipe de football amateur. Tous les joueurs, pleins de bonne volonté, courent frénétiquement après le ballon au milieu du terrain. L'intention est bonne, l'énergie est là. Mais personne n'a été désigné pour être le gardien de but. Donc, à la première attaque adverse bien construite, c'est la catastrophe parce que le cadre n'est pas fixé. C'est une super métaphore. Pour que la politique handicap fonctionne, il faut arrêter de courir partout. Il faut distribuer les maillots de manière stratégique. Et on passe au module 9.2. Cette distribution ne se fait pas au hasard ni de manière horizontale. Elle doit impérativement partir du sommet de la pyramide. C'est pour ça que la question du dirigeant est abordée de façon si frontale. On réduit trop souvent le dirigeant à une figure de proue, non? Le décideur qui signe une belle charte de la diversité et qui délègue tout le reste. C'est le cliché habituel. Mais la réalité juridique est tout autre. Le défi éclair numéro 51 pose une question redoutable à ce sujet. Ah oui, cette question est frappante. Si sur le terrain, un aménagement raisonnable est refusé à un salarié sans justification valable, qui porte la responsabilité juridique? Instinctivement, on dirait le manager direct qui a dit non, ou le responsable RH. Mais non, c'est le dirigeant. Le représentant légal de l'entreprise est le seul responsable devant la loi, même si la mauvaise décision est prise tout en bas de l'échelle par un manager mal informé. Donc le dirigeant a un besoin vital de structurer une politique globale claire. C'est son rôle clé.
Impulser cette politique, c'est le seul moyen de protéger ses équipes de l'erreur et, in fine, de protéger l'entreprise contre les risques de contentieux. Il pose les fondations de la maison en quelque sorte. Mais si le dirigeant donne le cap juridique, il faut bien quelqu'un pour transformer ça en réalité sur le terrain. Et c'est là qu'on entre dans le module 9.3 avec les ressources humaines. Si le dirigeant est le pilote, les RH sont le véritable moteur opérationnel de cette politique d'inclusion. C'est la fonction qui va sécuriser les parcours de A à Z, du recrutement jusqu'au maintien dans l'emploi pour les maladies en cours de carrière. Mais c'est une position centrale qui les expose à des risques majeurs. Les sous insistent lourdement sur une ligne rouge stricte. Une frontière absolue, oui. Le défi éclair numéro 52 l'illustre parfaitement. La question c'est, que doivent faire les RH si un salarié pousse leur porte, en détresse, et confie souffrir d'une pathologie très lourde, comme une sclérose en plaques? La réaction humaine naturelle, c'est l'empathie. Bien sûr. Mon premier réflexe, en tant que RH, serait de demander ce qu'il a, comment se passent les traitements, pour essayer d'adapter le poste. C'est instinctif de vouloir bien faire. Mais ce réflexe est le piège absolu. Le rôle des RH n'est pas de faire un diagnostic. La ligne rouge est là. Face à ces confidences, le pro des RH doit écouter, rassurer, garantir la confidentialité, mais il doit surtout orienter vers le médecin du travail, sans jamais demander le diagnostic. Sans jamais creuser le sujet médical. Si on relie ça à la situation globale, c'est d'une logique implacable. Le département RH est l'expert absolu de l'organisation du travail. Le médecin du travail est l'unique expert de la santé. Il collabore sans empiéter. Le RH va s'appuyer exclusivement sur les recommandations ergonomiques du médecin. Voilà. Si le médecin écrit d'éviter le port de charges lourdes, le RH réorganise le poste avec cette info. Il n'a pas besoin de connaître la maladie pour acheter un fauteuil ergonomique. C'est la garantie d'un système sain. Mais cette dichotomie entre le médical et l'organisationnel, ça crée un espace vide au milieu. Il manque un lien. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On arrive au module 9.4, le fameux référent handicap. Un rôle rendu obligatoire par la loi Avenir Pro de 2018 pour les entreprises de plus de 250 salariés. Dans la philosophie HandiRef, ce référent n'est pas un gestionnaire relégué au fond d'un couloir. C'est un vrai facilitateur. Un traducteur de la politique inclusive. Son travail consiste littéralement à traduire un besoin médical en une solution opérationnelle pour un acheteur ou un manager. Mais attention au piège. Le défi éclair numéro 53 met en garde. Pourquoi le référent, puisqu'il est l'expert, ne doit-il pas tout faire? C'est la dérive de la substitution. À court terme, un guichet unique qui gère tout, ça semble être un gain de temps énorme. On se dit que ça soulage tout le monde. Sauf qu'à moyen terme, c'est toxique. Si le référent résout tout seul, il déresponsabilise les RH et les managers. Le handicap devient un sujet isolé. Alors que le handicap est transverse. Les sources rappellent la règle d'or. Les RH gèrent le contrat, le manager gère le travail, le médecin gère la santé. Et le référent coordonne la partition. C'est le chef d'orchestre. S'il joue de tous les instruments, c'est la cacophonie et il s'épuise. Cette métaphore nous amène au maillon de la première ligne, le module 9.5, le manager de proximité. Celui qui capte les signaux faibles sur le terrain. Une fatigue inhabituelle, des retards, une baisse de performance. Ça se voit d'abord à la machine à café. Percevoir le problème, c'est une chose. Savoir réagir, c'est le cœur du défi éclair numéro 54. Quelle est la posture juste face à un collaborateur qui perd pied? Faire l'autruche ou jouer au docteur? Ni l'un ni l'autre. La posture d'allié, c'est de proposer un entretien centré uniquement sur le travail réel. En s'appuyant sur des faits objectifs, du genre « je remarque que tes délais glissent, comment puis-je t'aider à alléger ta charge mentale ?» Exactement. Le manager reste sur son terrain d'expertise, la performance et l'organisation. Il ouvre la porte aux experts internes, comme le référent ou le médecin. Sans forcer la serrure de la vie privée. Et ça évite un risque majeur pour le manager lui-même, le burn-out par surresponsabilisation. Ah oui, le manager bienveillant qui veut sauver son collaborateur. Il absorbe la charge de travail, cache les erreurs et s'épuise en silence. La clarification des rôles empêche ces drames humains. Et quand on évite ces drames, on entre dans le module 9.6, la logique de coopération. Fini les silos. Ça crée un vrai climat de confiance. Quand l'équipe voit qu'un collègue est accompagné avec professionnalisme et respect du secret médical, ça pousse les autres à déclarer sereinement leurs propres besoins invisibles. C'est le cercle vertueux. Mais cet écosystème fait aussi appel à l'aide externe. C'est l'objet du défi éclair numéro 55. Pourquoi faire appel à des partenaires comme Cap Emploi ou la GFIP? On pourrait croire que c'est pour se laver les mains et déléguer le problème. Pas du tout.
L'objectif est d'obtenir un regard neutre sur une situation parfois tendue. Une expertise technique très pointue aussi. Et bien sûr, débloquer des financements pour sécuriser les décisions de l'entreprise. Mais la décision finale d'embauche ou de maintien reste la responsabilité de l'employeur. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? On arrive au module 9.7, la transition vers l'action et la conclusion de cette première semaine du bootcamp. Ça se résume avec le dernier grand questionnement, le défi éclair numéro 56. Quelle est la condition absolue pour réussir tout ça? Ce n'est ni de connaître le code du travail par cœur, ni d'avoir un budget illimité. La condition, c'est d'accepter que la politique handicap est une responsabilité purement collective. C'est un sport d'équipe. Cela soulève une question importante. Sans cet état d'esprit collectif, aucune procédure RH ne sera efficace. La clarté des rôles, c'est juste le règlement du sport. Normante ne demande à personne d'être un héros solitaire. Elle demande une cartographie claire. Le dirigeant impulse, les RH structurent, le référent coordonne, le manager ajuste et le médecin préconise. Et quand cette mécanique est respectée, le handicap devient une donnée naturelle de l'organisation. Quand on écoute tout ça, il est vraiment instructif de regarder nos propres organisations professionnelles. Est-ce que les rôles y sont clairement définis? Ou est-ce que le syndrome du témoin y est encore secrètement à l'œuvre? C'est une excellente réflexion. Et pour aller un peu plus loin, les sources annexes du bootcamp Handiref rappellent que 80% des handicaps sont invisibles. Les maladies chroniques, les troubles cognitifs. Voilà. Alors, combien de nos dysfonctionnements d'équipe quotidiens, de nos conflits ou baisses de performance, sont en réalité de simples besoins d'adaptation non exprimés? Simplement parce que personne ne savait à qui en parler. Exactement. Et avec l'explosion du télétravail, cette invisibilité se renforce. Comment un manager peut-il capter les signaux faibles à travers un écran d'ordinateur? La digitalisation risque de camoufler encore plus ces besoins silencieux. C'est vertigineux. Cela nous invite à repenser totalement l'organisation du travail et l'empathie à distance dès demain matin. Une pensée finale qui donne vraiment matière à réflexion pour l'avenir de nos espaces de travail. Merci pour cette analyse fascinante et on se retrouve très vite pour poursuivre nos explorations.